Les chefs du nazisme n'ont pas seulement provoqué la mort et la destruction. Ils ont également laissé des familles, avec des enfants qui ont porté un passé qu'ils n'avaient jamais choisi. Beaucoup ont grandi dans le luxe, avec des règles strictes et une obéissance totale, sans savoir ce que faisaient leurs parents pendant que des massacres et des déportations avaient lieu. Certains sont nés dans des chalets de montagne, d'autres ont vécu dans des résidences officielles. Leur quotidien se déroulait entre jeux, portraits solennels et routines surveillées par des nounous, des cuisiniers ou des gardes du corps. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur nom de famille générait de la peur. Lorsque l'Allemagne s'est rendue, leurs vies ont changé brusquement. Les noms qui ouvraient autrefois des portes sont devenus un fardeau difficile à porter. Certains ont été arrêtés ou interrogés, d'autres rejetés dans les écoles, surveillés par les autorités ou poursuivis pour leurs liens familiaux. Beaucoup ont décidé de cacher leur identité. Certains ont tenté de comprendre sans justifier. Plusieurs ont défendu leurs parents et il y en avait ceux qui ont choisi de se taire. Que fait quelqu'un quand le passé de sa famille devient une condamnation qui l'accompagne toute sa vie? Gudrun Himmler, attachée au nazisme jusqu'à la mort. Gudrun Himmler est née le 8 août 1929. Elle était la fille unique de Heinrich Himmler et Margaret Boden, une infirmière protestante. Dès son plus jeune âge, elle a vécu dans un environnement chargé de nationalisme et de racisme. Son père, obsédé par la race pure, supervisait tout dans sa vie, ses études, ses routines et même ses amitiés. Souvent, il l'emmenait lors de visites officielles, y compris une à Dachau, où elle apparaît sur une photo entourée de hauts responsables. Gudrun adorait son père et l'appelait affectueusement « Papa Viaggero ». Leur relation était étroite, ils parlaient au téléphone tous les jours et il lui envoyait des fleurs et des bonbons. Lorsque Himmler a été nommé ministre de l'Intérieur, elle a écrit fièrement dans son journal « Papito, ministre du Reich, je suis folle de joie ». À 12 ans, elle parlait déjà de la guerre comme quelque chose de personnel. En juin 1941, elle a exprimé son angoisse face à l'attaque de l'URSS. Bien que tout empire pour l'Allemagne, elle croyait fermement en la victoire en raison de sa confiance totale en son père. Cela a changé en 1945, lorsque la défaite était imminente et que sa famille a dû abandonner sa maison à Gmund. En mai 1945, à seulement 15 ans, elle a été capturée avec sa mère dans le nord de l'Italie. Toutes deux ont été livrées par un ancien collaborateur de Himmler. Elles ont transité par des centres de détention en Italie et en France avant d'être transférées à Nuremberg, où Gudrun a découvert les crimes attribués à son père. Lorsqu'elle a appris le suicide de Himmler le 23 mai, elle a sombré dans une crise physique et émotionnelle qui l'a laissée alitée pendant des semaines. Elle n'a jamais accepté cette version. Elle a toujours cru qu'il avait été assassiné. Cette conviction l'a accompagnée toute sa vie. Pendant sa détention, elle a été obligée d'utiliser le nom Schmidt pour protéger son identité. Elle n'a pas tardé à le rejeter. « Je m'appelle Himmler, assez de farce ». Depuis lors, son objectif a été de défendre l'honneur de son père à tout prix. Libérée en 1946, Gudrun et sa mère se sont réfugiées dans un couvent protestant. Elles ont été inscrites comme débiles mentales pour éviter des représailles. Gudrun ne pleurait pas ni ne montrait d'émotion. Elle répétait encore et encore « Je veux être comme mon père ». Elle a essayé de revenir à la normalité, mais son nom de famille était un obstacle constant. En 1947, elle a voulu étudier l'art, mais a été rejetée lorsqu'ils ont su qui elle était. Finalement, elle a accédé à une formation professionnelle grâce à un politicien social-démocrate qui défendait que les enfants ne devaient pas porter les fautes des autres. Elle a appris la couture, mais chaque fois que quelqu'un reconnaissait son nom, elle perdait son emploi ou son foyer. Elle n'a jamais caché son identité. « Mon père était le Reichsführer SS », affirmait-elle sans hésiter. Au lieu de renoncer à son passé, Gudrun est devenue une pièce clé d'un réseau qui protégeait les criminels nazis. En 1951, elle a rejoint Stille Hilfe, aide silencieuse, qui apportait un soutien financier et juridique aux ex-nazis emprisonnés ou cachés. Elle a également aidé à fonder Wikingjugend, une organisation néo-nazie pour la jeunesse qui a été interdite en 1994. À Munich, elle vivait entourée d'objets nazis, photos, médailles, bustes de son père.
Elle a même voyagé à Londres en 1955 pour participer à un événement avec le fils de Ribbentrop, un autre dignitaire nazi. Pendant des années, elle a rendu visite au criminel Anton Malotte et aidé des nazis recherchés comme Eichmann et Barbie. Elle a également soutenu le néo-nazi Klaas Faber dans des opérations pour éviter son extradition. Elle s'est mariée avec Wolf-Dieter Burwitz, sympathisant nazi, et a eu des enfants. Ils vivaient près de Munich. L'un de ses fils est devenu procureur. Malgré le rejet social, Gudrun n'a jamais abandonné les idées de son père. Elle a été liée au parti d'extrême droite NPD et a participé à des actes nostalgiques du nazisme en Autriche. Elle n'a parlé à la presse qu'une seule fois, en 1959. Elle évitait toujours les médias. « Je ne parle pas de mon travail », disait-elle lorsqu'on lui demandait son rôle dans Stillhilfe. Elle est décédée le 24 mai 2018, à 88 ans, fidèle jusqu'à la fin à l'héritage de Himmler. Victime, alliée ou continuatrice, Gudrun Himmler représente un cas extrême parmi les enfants de dignitaires nazis. Son lien émotionnel avec son père était si profond qu'elle n'a jamais pu accepter sa responsabilité dans l'Holocauste. Elle ne l'a pas seulement défendu, elle a également propagé ses idées. Alors que certains descendants, comme Catherine Himmler, ont écrit sur leur famille d'un point de vue critique, Gudrun a préféré continuer à défendre le nazisme jusqu'à ses derniers jours. Elle n'a jamais exprimé de remords ni de doute. Elle a été une héritière idéologique active qui a consacré sa vie à protéger l'héritage de son père et à aider d'autres nazis. Son histoire reflète à quel point l'éducation, l'idolâtrie familiale et le déni peuvent peser. Elle n'a pas simplement été victime de son contexte. Elle a choisi de rester loyale au projet le plus sombre du XXe siècle. La princesse du Reich. Le 2 juin 1938 est née Eda, la fille unique de Hermann Göring, qui dirigeait la force aérienne du Troisième Reich, et d'Emmy Sonnemann, une actrice reconnue à Weimar. Son arrivée a été traitée comme un événement national. 500 aéronefs ont survolé Berlin pour célébrer. Si cela avait été un garçon, cela aurait été le double. Son baptême a été célébré le 4 novembre de cette même année, à Carinal, le pavillon de chasse de son père. Hitler, en tant que parrain, a assisté à l'événement. Parmi les nombreux cadeaux qu'elle a reçus, se distinguait une peinture de la Renaissance de Lucas Cranach l'Ancien, un cadeau de la ville de Cologne. Les images d'elle aux côtés de son père ont circulé sur des milliers de cartes postales à travers le pays. L'enfance d'Eda s'est déroulée à Karinhall, un manoir entouré de forêts, à environ 60 km de Berlin. Cette résidence luxueuse disposait d'une piscine, d'un cinéma privé, d'un zoo, de trains miniatures et d'un musée avec des œuvres d'art volées par son père. En cadeau de la Luftwaffe, elle a reçu une maison de poupées, réplique du palais de Potsdam, avec tous les détails de luxe. On l'appelait Edalein avec affection. Son éducation était entre les mains de gouvernantes, et ses parents lui offraient toutes sortes de soins. Pendant que le pays traversait la guerre, elle vivait comme dans un conte, sans manque ni peur. Son père organisait des représentations théâtrales rien que pour elle, et lui consacrait beaucoup de son temps. Dès son plus jeune âge, elle a été entourée de visiteurs célèbres et de dirigeants du régime. Elle a rencontré des personnalités comme Mussolini, les ducs de Windsor ou Charles Lindbergh. On a même affirmé qu'à ses débuts, une autoroute du Reich était fermée pour qu'elle puisse s'entraîner à marcher. Lorsque le conflit touchait à sa fin, le 31 janvier 1945, elle et sa mère se sont échappées d'Obersalzberg en raison de l'avancée de l'armée soviétique. Göring a ordonné la destruction de Carinhall pour éviter qu'elle ne tombe entre des mains ennemies. Mais avant cela, il a envoyé sa collection artistique à Berchtesgaden en utilisant des trains spéciaux. La famille s'est réfugiée dans un château médiéval en Autriche appelé Mauterndorf. De là, Göring a tenté de prendre le contrôle du Reich, suivant un décret qui le positionnait comme successeur en cas d'incapacité d'Hitler. Cependant, le Führer l'a accusé de trahison et a ordonné son arrestation. Le 23 avril 1945, la SS a placé la résidence sous surveillance. Personne ne pouvait communiquer et tous ont été enfermés séparément. Pendant cet enfermement, Eda s'effrayait beaucoup. Les bombardements l'obligeaient à se réfugier avec sa mère dans les sous-sols, tandis que son père restait isolé dans une grotte sans ventilation. Elle pleurait souvent, angoissée par le fracas et l'obscurité.
Avec le changement de soldats chargés de la garde, la surveillance est devenue plus flexible et ils ont pu se rendre au château de Fiscorn. Le 7 mai, les Américains les ont arrêtés. Un officier leur a permis de passer une dernière nuit dans le château avant de procéder. Eda, depuis le siège arrière d'une limousine, a éclaté en sanglots en voyant qu'ils emmenèrent son père. 2 jours plus tard, il a été photographié avec un drapeau du Texas, dans ce qui serait sa dernière image libre aux côtés de sa famille. Pour son 7e anniversaire, en juin 1945, Eda était déjà séparée de son père. Avec sa mère, elle a été envoyée au château de Waldenstein. Là, elle a écrit une lettre qui n'a jamais été remise. « Tu me manques beaucoup et je t'aime de tout mon cœur. Je prie chaque nuit pour nous. 1 million de baisers de ton Eda. » En octobre, Amy a été arrêtée à nouveau et emmenée à la prison de Straubing. Pendant un certain temps, Eda est restée seule dans un village voisin. Plus tard, elles ont pu se retrouver. Elle partageait une cellule et dormait sur un matelas avec une couverture qui, selon elle, avait été un cadeau de Mussolini. À Noël 1945, un prisonnier déguisé en Saint-Nicolas lui a donné des chocolats pour la réconforter. En février de l'année suivante, elles ont toutes deux retrouvé la liberté, sans ressources ni foyer. Une journaliste américaine les a aidées à s'installer dans un pavillon de chasse à Sackdilling, où Amy a repris l'éducation de sa fille. La famille de la première épouse de Göring leur a également apporté un soutien économique. Depuis ce moment, leur style de vie a complètement changé. En mars, elles ont pu écrire à Göring, qui était détenu à Mondorf-les-Bains, au Luxembourg, recevant un traitement pour sa dépendance à la morphine. Pendant son incarcération, elles ont été autorisées à lui rendre visite à 2 reprises à Nuremberg. Le 18 septembre, Eda l'a vue à travers une vitre lors d'un événement spécial pour les enfants de prisonniers. Le 30 a été sa dernière visite. Le 15 octobre 1946, Hermann Göring s'est donné la mort avec une capsule de cyanure juste avant son exécution. Eda n'avait que 8 ans. Amy n'a pas caché les faits et a expliqué à sa fille ce qui s'était passé, convaincue qu'elle devait être sincère avec elle. En 1947, Amy a été arrêtée à nouveau dans le cadre du processus de dénazification. Eda, à 9 ans, craignait que sa mère puisse recevoir la peine de mort. Finalement, Amy a été envoyée au camp de Göggingen et en 1948 condamnée à des travaux forcés pendant 1 an, à la perte partielle de ses biens et à l'interdiction d'exercer sa profession pendant 5 ans. Cette même année, Eda a été inscrite à l'école pour filles saints, Anna à Sulzbach-Rosenberg. Pour la première fois, elle recevait des cours dans une institution formelle. Elle a terminé ses études en 1958. Son travail de fin d'études portait le titre « Oublier peut-il être une bénédiction et un risque à la fois ?» En 1949, elle a fait face à un litige concernant les cadeaux qu'elle avait reçus dans son enfance, y compris le tableau de Cranach. Les autorités affirmaient que c'étaient des cadeaux faits en raison de la position de son père, et le sujet s'est terminé au tribunal. Elle a tenté d'étudier le droit, mais a abandonné. Plus tard, elle a obtenu un diplôme universitaire à Munich. Elle n'a jamais renié son père, ni tenté de se dissocier du passé. Comme Gudrun Himmler, elle idéalisait son géniteur. Elle pensait qu'il n'était pas directement responsable de l'extermination des Juifs, malgré avoir signé un ordre en 1941 qui autorisait Heydrich à exécuter la solution finale. Après la mort d'Amy en 1973, Eda est restée seule à Munich. Elle maintenait un appartement décoré avec des objets, des photographies et des souvenirs liés à son père et au Troisième Reich. Elle participait à des événements organisés par des groupes d'extrême droite, comme ceux dirigés par Winifred Wagner, et restait en contact avec des sympathisants du national-socialisme. Elle refusait de donner des interviews, mais dans une conversation téléphonique, elle a déclaré « J'aime beaucoup mon père, vous pouvez l'écrire ». Certains membres de sa famille ont pris des décisions radicalement différentes. Bettina Göring, petite nièce de Hermann, a choisi de se stériliser pour ne pas perpétuer le nom de famille. Son frère a fait de même. Un autre parent, Matthias Göring, s'est converti au judaïsme et a déménagé en Israël. En 2015, lorsqu'elle avait 76 ans, Eda a intenté une action en justice contre le Parlement bavarois pour réclamer des biens confisqués à son père après la guerre. La demande a été immédiatement rejetée. Wolf Rüdiger Hess, le gardien du dernier prisonnier.
Un jour de mai 1941, Rudolf Hess a passé un moment à jouer avec son petit de 3 ans. En prenant congé, il a caché des lettres personnelles et son testament parmi les jouets de l'enfant et a gardé une photo de lui dans sa poche. Vêtu d'un uniforme d'aviateur, il se préparait pour une mission risquée qui marquerait son destin pour toujours. Ce même 10 mai, il a décollé d'Augsbourg dans un avion Messerschmitt Bf-110, modifié pour couvrir un trajet de plus de 1600 km. Son objectif était d'offrir un traité de paix directement aux Britanniques. Il s'est lancé en parachute dans les environs d'Iggelsham, a été capturé par les autorités locales et placé sous garde. La réaction d'Hitler a été immédiate. Il l'a traité de traître et a remis en question sa santé mentale. Rudolf Hess était venu au monde en 1894 à Alexandrie, au sein d'une famille bien positionnée économiquement. Après avoir combattu comme pilote pendant la Première Guerre mondiale, il a rejoint très tôt le parti d'Hitler et a été l'un de ses partisans les plus proches. Pendant des années, il a été considéré comme le successeur naturel du Führer, jusqu'à son vol surprise vers le Royaume-Uni. Depuis 1927, Hess était marié à Ilse Proll. Leur fils unique, Wolf Rüdiger, est né en 1937 après plusieurs tentatives infructueuses de conception, y compris des traitements médicaux peu conventionnels. Il a été baptisé lors d'une cérémonie non chrétienne avec Hitler comme parrain et a reçu des cadeaux provenant de toute l'Allemagne. Après la tentative ratée de négocier avec les Alliés, la famille Hess a été reléguée du cercle du pouvoir. Ilse a déménagé avec l'enfant à Bad Oberdorf, tandis que la figure de Rudolf était complètement effacée des actes officiels et des portraits publics. Malgré la mise à l'écart, Rudolf maintenait le contact avec sa femme et son fils par le biais de lettres, d'abord depuis le Royaume-Uni et plus tard depuis Nuremberg et la prison de Spandau. Lors du procès de Nuremberg, il a été condamné à la prison à perpétuité pour des accusations de conspiration et de crimes contre la paix. De 1947 jusqu'à 1987, il a vécu enfermé à Spandau, sous la surveillance stricte des puissances alliées. Son fils a pu lui rendre visite à 102 occasions. Pendant des décennies, les visites étaient froides et régulées. L'affection physique était interdite. Ce n'est qu'en 1982 qu'il a pu l'embrasser pour la première fois. Wolf Rüdiger s'est formé comme ingénieur civil et depuis les années 60 a lancé une campagne publique pour blanchir le nom de son père, qu'il voyait comme un pacificateur incompris. Il a refusé de faire son service militaire et a vivement critiqué les versions officielles sur le rôle de son père dans le régime nazi. Il a toujours soutenu que la condamnation était le produit d'intérêts politiques. Tout au long de sa vie, il a écrit 3 livres où il a tenté de montrer une autre image de Rudolf Hess. De plus, il a dirigé une association dédiée à enquêter sur les circonstances entourant sa mort. En 1987, lorsque Rudolf est décédé, les autorités ont conclu à un suicide. Cependant, son fils n'a jamais accepté cette version. Il a demandé une nouvelle autopsie à Munich, dont les résultats suggéraient des signes de possible strangulation. Jusqu'au jour de sa mort en 2001, Wolf Rüdiger a insisté sur le fait que les services secrets du Royaume-Uni avaient assassiné son père pour éviter sa libération. Il n'a jamais abandonné cette hypothèse, qu'il a soutenue dans des interviews, des livres et des conférences. En l'an 2011, à la demande de ses descendants, les restes de Rudolf Hess ont été exhumés et ensuite incinérés. L'objectif était d'éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les groupes néo-nazis. Malgré cette mesure, chaque année, des milliers de personnes continuent de se réunir en sa mémoire. La vie de Wolf Rüdiger Hess a été fortement marquée par la figure de son père. Il a grandi convaincu de son innocence et a élevé ses enfants avec cette même idée. L'un d'eux, Wolf Andreas Hess, a créé un site web dédié à honorer la mémoire de son grand-père et a été sanctionné en 2002 pour des déclarations négationnistes sur l'Holocauste. L'histoire de Wolf Rüdiger n'a pas été unique. Comme plusieurs descendants de dirigeants du Troisième Reich, il a vécu pris entre l'héritage familial, la fidélité à son lignage et une vision du passé qui heurtait le consensus historique. Il a passé sa vie à défendre une version alternative des faits, sans jamais réussir à changer le récit dominant. Contre son sang, la rébellion de Niklas Frank. À l'âge de 4 ans, Niklas Frank voyageait sur le siège arrière de la voiture familiale lorsque sa mère l'a emmené au ghetto de Cracovie.
Brigitte avait l'habitude de s'y rendre pour acheter des fourrures et des corsets, assurant qu'ils étaient de la meilleure qualité. Depuis la fenêtre, l'enfant voyait des corps immobiles et des enfants en haillons qui le regardaient sans parler. Sans comprendre ce qui se passait, il pensait « Qu'ont-ils fait pour finir dans un endroit comme celui-ci » Dans son foyer, parler du ghetto était quelque chose de courant. On le mentionnait comme un endroit où l'on obtenait des choses de valeur pour peu d'argent. Brigitte revenait contente avec des tapis, des bijoux ou des objets fins, sans montrer de compassion pour la souffrance qu'elle voyait. Une fois, on a permis à Niklas de descendre de la voiture. En entrant dans une habitation, il a été témoin de quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Un homme insultait une vieille femme extrêmement maigre, lui criant qu'elle serait bientôt morte. Cette scène l'a accompagné pendant des années, même lorsqu'il écrivait sur son père depuis son bureau, dans une pièce sans chauffage. Depuis 1939, les Frank vivaient dans le château de Wawel, à Cracovie. La résidence avait été adaptée au style du régime, avec un drapeau du Reich flottant au sommet. Le luxe régnait. Domestique, repas servis sur des plateaux d'argent et chambres spacieuses. Hans Frank administrait depuis là le gouvernement général de Pologne. Son épouse se référait à lui comme le roi de Pologne. Dans la famille, Niklas était surnommé « l'étrange ». Ses parents ne lui prêtèrent pas beaucoup d'attention. Hans, froid et sarcastique, se moquait souvent de lui. Brigitte, dominante et ambitieuse, laissait l'éducation entre les mains de Nounous. Les enfants étaient envoyés en internat ou passaient de longues périodes en Bavière, loin de la terreur qui régnait sur le territoire occupé. Hans Frank, avocat de profession, a été l'un des premiers défenseurs d'Hitler. Il s'est chargé de donner une forme légale à l'État nazi. En 1939, il a été nommé gouverneur du territoire polonais. Depuis son bureau, il a organisé des déportations massives de Juifs vers les camps. Dans ses discours, il est allé jusqu'à dire qu'il valait mieux que le plus grand nombre de Juifs meurent. Les frères et sœurs aînés de Niklas, Norman et Sigrid, assistaient à des cours dans l'école allemande de Cracovie. Pendant ce temps, les plus jeunes restaient en Allemagne avec une nounou. Niklas se souviendrait plus tard d'une visite avec sa gardienne dans un camp voisin, où il a été témoin de la manière dont des hommes extrêmement maigres étaient jetés depuis des ânes. À lui, en revanche, on lui offrait du chocolat chaud. En 1945, avec la guerre touchant à sa fin, Hans Frank s'est échappé avec sa famille vers la Bavière, emportant avec lui des peintures précieuses volées, y compris des œuvres de Raphaël et de Léonard de Vinci. Il a été capturé par des troupes américaines le 4 mai. Avant de se rendre, il a donné à son épouse 50 000 marks. Selon Normand, il l'a fait sans montrer aucune affection. Volontairement, Hans a remis 40 tomes de ses journaux personnels aux Alliés. Dans ceux-ci, il a écrit des phrases comme « Il faut tuer les Juifs où qu'ils soient ». Il pensait que ces notes le justifieraient. Il a été jugé lors des procès de Nuremberg, où il a tenté de se suicider à 2 reprises. Pendant sa détention, il s'est converti au catholicisme. Il a été pendu le 16 octobre 1946. Niklas, à 7 ans, n'a pas pleuré. Il se souvenait que son père lui avait promis de passer Noël ensemble. Ils ne se sont jamais dit au revoir comme s'il était un criminel. En 1947, Brigitte Frank a été arrêtée et transférée au camp de Göggingen avec d'autres épouses de dignitaires. Elle a partagé une cellule avec Ilse Hess et Emmy Göring. Niklas lui a rendu visite à 4 reprises. Brigitte, après sa libération, a dit que ce séjour avait été comme des vacances merveilleuses. La famille a traversé des moments difficiles ensuite. Ils ont vécu avec peu de ressources. Niklas a été interné dans une école sur l'île de Föhr, où il a trouvé un peu de paix. Il a étudié le droit, la littérature et l'histoire, mais n'a terminé aucun cursus. Il s'est consacré au journalisme, écrivant pendant de nombreuses années dans le magazine Stern. En 1993, il a publié son livre « Mon père », une confession sans pitié, où il manifestait un profond mépris envers Hans Frank, qu'il appelait assassin, lâche et servile. Pendant longtemps, il a porté avec lui une photo du cadavre de son père. Il s'obsédait avec les images des camps de concentration et essayait de s'imaginer à l'intérieur. Il disait souvent « La culpabilité de mon père est l'héritage que nous portons ». Il n'a jamais pardonné à sa mère, qu'il voyait comme une femme cruelle et sans conscience. En 1959, lors d'une visite à l'hôpital, il a tenté de la tuer en lui donnant des pilules.
Elle est morte le 9 mars, le même jour que son anniversaire. Norman, son frère, s'est installé en Argentine en 1951. Là-bas, il a été reconnu par des groupes nazis et a fini par travailler dans une mine. Il est revenu plus tard en Allemagne, où il a vécu dans l'ancien foyer familial. Bien qu'il admirât le courage de Niklas, il n'a jamais renoncé à l'amour pour son père. Dans sa chambre, il accrochait un portrait de Hans Frank au-dessus du lit. Il est décédé en 2009, seul et affecté par l'alcool. Dans sa tombe, Niklas a écrit « Maintenant tu es libre de la douleur que t'a causé aimer autant papa ». Les autres frères et sœurs n'ont jamais reconnu les atrocités commises par leur père. Sigrid est partie en Afrique du Sud, a défendu l'apartheid et nié l'Holocauste. Brigitte, malade d'un cancer, s'est suicidée en 1981. Michael, un autre des enfants, est décédé en surpoids en 1990. Niklas, unique fils vivant de Hans Frank, est devenu le chroniqueur de son père. Il dénonce ouvertement d'autres descendants de nazis qui cherchent à justifier leur père. Sur Martin Bormann fils, il a écrit « Il est répugnant d'essayer de blanchir la culpabilité de quelqu'un derrière l'image d'un papa tendre. » Actuellement, il vit avec son épouse dans le nord de Hambourg. Il donne des conférences dans des écoles. Il croit que beaucoup de personnes en Allemagne ressentent encore de la sympathie pour le régime nazi. Souvent, il répète « J'aime les Allemands, mais je ne leur fais pas confiance. » Martin Adolf Bormann, du Reich aus Sacerdoce. Le 25 avril 1971, une Opel blanche est entrée en collision frontale avec un camion militaire américain. Le conducteur est resté coincé entre les tôles tordues, gravement blessé. Un mécanicien qui, des décennies plus tôt, avait travaillé pour Himmler, a reconnu le blessé. C'était le fils du puissant Martin Bormann, secrétaire d'Hitler. Il portait une soutane. Le garçon qu'il se souvenait avec des culottes courtes en cuir était maintenant prêtre. Martin Adolf Bormann est né le 14 avril 1930. Il était l'aîné de Martin Bormann et Gerda Buck, et le premier filleul du Führer lui-même. Il a grandi à Obersalzberg, une zone exclusive pour les dignitaires nazis. Son père, l'un des hommes les plus influents du régime, gérait le cercle intime du Führer, contrôlait son économie personnelle et a été l'exécuteur de son testament. Son ascension politique s'est consolidée lorsque Rudolf Hess s'est enfui au Royaume-Uni en 1941, devenant le secrétaire général du parti nazi. Son enfance s'est déroulée dans un environnement fermé et contrôlé, entouré par les enfants d'autres figures du nazisme. Il se souvenait avoir vu Mussolini et Chamberlain lors de visites officielles. Obersalzberg était constamment réaménagé sur ordre de son père. À la maison, ses parents rejetaient le christianisme. À l'école primaire, il a été exclu des cours de religion. Sa mère défendait la polygamie comme une manière de renforcer le Reich. Il a eu 9 frères et une sœur qui est morte peu après sa naissance. À 10 ans, son père a décidé de l'envoyer en punition à l'école du Reich à Feldafing, où il n'a été admis que parce qu'il était fils de Bormann. Là, il a reçu une formation militaire. L'adaptation a été compliquée, mais il a fini par s'habituer. Séparé de ses parents, il ne les voyait que pendant les vacances. Son lien avec son père était lointain et autoritaire. Il lui a rendu visite en 1943, et quand on lui a demandé ce qu'était le nazisme, il a répondu avec fermeté « C'est accomplir la volonté du Führer ». En avril 1945, l'école a fermé et les élèves ont été dispersés. Le 1er mai, il a entendu à la radio l'annonce de la mort d'Hitler. Le silence qui a suivi l'a marqué. Il a quitté l'internat vêtu de son uniforme des jeunesses hitlériennes. Un ancien assistant de son père lui a suggéré de brûler cet uniforme, de changer d'identité et de disparaître. Il a adopté le nom fictif de Bergmann. Il s'est réfugié dans une ferme à Intertal, se faisant passer pour un enfant sans famille. Il a été accueilli par une famille religieuse. C'est là qu'il a eu son premier contact réel avec la foi. Il a participé à des catéchismes et en lisant le Salzburger Nachrichten, il a découvert les atrocités du régime ainsi que les images des camps de concentration. Il a compris qui était vraiment son père. En 1947, il a raconté sa véritable identité au curé du village, qu'il a soutenu sans condition. À partir de ce moment, sa vie a pris un autre tournant. Il a été baptisé comme catholique le 4 mai 1947. Plus tard, il a étudié la théologie et a été ordonné prêtre en 1958. Il a consacré sa vie à l'enseignement religieux
Il n'a jamais revu son père, dont le sort restait incertain. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'était enfui en Amérique du Sud, ou même qu'il travaillait pour le KGB. En 1972, il a été confirmé qu'il était mort, lorsque son squelette a été retrouvé à Berlin. Son identité a été confirmée d'abord par ses dents et ensuite par des tests génétiques. Après son ordination, il a travaillé comme missionnaire au Congo dans les années 60. Là-bas, il a souffert de tortures et de fausses exécutions. Lorsqu'il est revenu en Allemagne en 1971, il a eu un accident de voiture. Pendant sa convalescence à l'hôpital, il a rencontré une ancienne nonne avec qui il s'est marié cette même année. À partir de 1973 et jusqu'à sa retraite en 1992, il a donné des cours de religion dans diverses écoles. Il a participé à des rencontres entre descendants de nazis et survivants de l'Holocauste, organisées par le psychologue israélien Dan Baron. En 1993, il a voyagé en Israël dans le cadre d'une mission œcuménique. Il a également écrit un essai sur la manière dont le nazisme a manipulé le langage. Dans ces espaces, il affirmait que son silence ne venait pas du traumatisme, mais de la peur d'être jugé pour les crimes de son père. Il disait que chaque personne devait porter sa propre responsabilité et qu'il n'éprouvait pas de haine envers son père, bien qu'il condamnât ce qu'il avait fait. Alors que certains de ses frères et sœurs sont restés proches de la pensée de leurs parents ou simplement ont évité toute conversion, il a choisi de rompre avec ce passé. Plusieurs de ses frères et sœurs sont décédés jeunes ou sont restés hors de la vue du public. Sa sœur Ilse, qui restait sympathisante du régime nazi, est morte en 1957. Sa mère, Gerda, est morte en 1946 après s'être fait baptiser également. Martin Adolphe a toujours craint que son père n'apparaisse un jour pour lui reprocher ses choix de vie. Il est décédé le 11 mars 2013. Il a été l'un des rares enfants de hauts fonctionnaires nazis à avoir complètement rompu avec l'héritage paternel. Sa vie a été marquée par la douleur, la transformation, la foi et la tentative de construire des ponts au lieu de perpétuer la haine. Les enfants de Rudolf Höss grandirent à côté de l'enfer. Brigitte Höss a passé son enfance dans une maison confortable située à proximité d'Auschwitz, où son père était le commandant. La maison était bien équipée et il comptait sur des domestiques, beaucoup d'entre eux étant des prisonniers du camp lui-même. Elle avait accès à toutes sortes de biens provenant des possessions volées aux victimes. Brigitte se souvenait des après-midi passés à jouer avec des poupées fabriquées par des prisonniers, des promenades en canoë et des animaux peu communs dans le jardin. Parfois, l'air se remplissait d'odeurs étranges et une cendre qui se déposait sur les fruits. Sa mère lui conseillait de bien laver les fraises, car elles étaient couvertes de poussière noire, cendres de corps incinérés. Rudolf Höss est venu au monde en 1901 à Baden-Baden, au sein d'une famille aux fortes racines catholiques. Son éducation a été marquée par un strict respect de l'autorité. Après une déception avec son confesseur, il s'est éloigné de la religion. Il a rejoint un groupe paramilitaire, le corps franc de Rosbach, et a été condamné pour avoir tué un communiste. Bien qu'il ait été condamné à 10 ans, il a été libéré après seulement 4. En 1934, il a rejoint les SS après avoir été invité personnellement par Himmler. Là, il a commencé sa formation dans des camps comme Dachau et Sachsenhausen, où il a appris le fonctionnement du système de répression. En 1940, Höss a été assigné pour diriger Auschwitz. Il a transformé des installations militaires polonaises en un camp de concentration, et plus tard, en un centre d'extermination. Un an plus tard, Himmler lui a communiqué l'ordre d'Hitler pour mettre en œuvre le plan connu sous le nom de solution finale. Les installations ont été agrandies et Auschwitz-Birkenau a été construit. Le gaz Zyklon B a été utilisé pour les exécutions. Höss a toujours allégué qu'il obéissait aux ordres et qu'il ne se considérait pas responsable de ce qui se passait. Il n'a jamais renoncé au nazisme et voyait sa fonction comme un mandat qu'il devait accomplir sans poser de questions. Malgré l'horreur qui se déroulait à quelques mètres, la routine familiale se poursuivait comme si de rien n'était. Son épouse, Hedwig, s'occupait du foyer et organisait des réunions. Les enfants jouaient à l'extérieur, imitant parfois les scènes qu'ils voyaient parmi les prisonniers. Ils vivaient entourés de commodités, avec du personnel domestique et des visites fréquentes de figures comme Himmler.
Hedwig obtenait des vêtements et des objets de luxe dans les soi-disant magasins Canada, où étaient gardés les articles confisqués. Les travailleurs de la maison se souvenaient d'une maison propre et bien entretenue, avec des enfants éduqués et aimables. En 1943, Huss a été remplacé comme chef du camp et a assumé des fonctions administratives. En 1944, il a repris un rôle central dans la déportation massive de Juifs hongrois. À la fin du conflit, il s'est caché en utilisant une fausse identité. Son épouse a été capturée en 1946 et, sous la pression des interrogateurs, a révélé l'endroit où il se trouvait. Peu après, il a été arrêté, a témoigné devant le tribunal de Nuremberg et a été remis aux autorités polonaises. Là, il a été jugé, condamné et exécuté au même endroit qu'il avait autrefois dirigé, le 16 avril 1947. Après la guerre, Hedwig et ses enfants ont affronté des difficultés économiques et sociales. Ils ont déménagé dans le nord du pays et ont vécu dans des conditions modestes. En raison de leur nom de famille et de leur origine, ils ont été objets de mépris. Brigitte est partie vivre en Espagne, où elle a commencé à travailler comme mannequin et plus tard s'est mariée avec un citoyen américain. Elle a vécu dans différents pays et finalement s'est installée aux États-Unis. Pendant de nombreuses années, elle a caché qui elle était. Elle a travaillé dans une boutique d'articles de luxe à Washington, et lorsque les propriétaires, qui étaient juifs, ont découvert son origine, ils ont décidé de ne pas la licencier. Rainer Huss, petit-fils de Rudolf et fils de Hans-Jürgen, a appris son lignage à l'âge de 12 ans. Le hermétisme dans sa famille l'a poussé à enquêter. Il a rassemblé des lettres, des photos et des documents, et a commencé à prendre ses distances avec ses proches. La rupture a été totale, et il a souffert de conséquences tant émotionnelles que physiques. Il a visité Auschwitz, collaboré avec des survivants et participé à des initiatives éducatives et contre l'extrémisme. Bien que certains l'aient accusé de vouloir tirer profit économiquement de son nom de famille, il a nié ces allégations. Les conséquences du passé ont affecté de manière inégale les membres de la famille. Alors que certains, comme Brigitte, ont choisi d'ignorer les faits ou de les minimiser, d'autres, comme Rainer, ont choisi de les affronter. La contradiction entre le souvenir d'un père affectueux et l'image du criminel a été constante. Certains ont décidé de changer de nom pour laisser derrière eux ce fardeau. D'autres ont assumé leur histoire comme un poids qu'ils ne pouvaient ni ne voulaient cacher. Les enfants d'Albert Speer grandirent avec le poids de la culpabilité d'autrui. Albert Speer Jr., fils aîné de l'architecte du Troisième Reich, est devenu un urbaniste de renommée mondiale. Tout au long de sa carrière professionnelle, il a cherché à s'éloigner de l'ombre de son père. Depuis sa firme AS&P, il a dirigé des projets urbains en Europe, en Asie et dans le Golfe Persique, participant même à la planification de stades pour la Coupe du Monde du Qatar 2022. Ses concepts de ville moderne étaient centrés sur le bien-être humain et le développement durable, en clair contraste avec l'approche monumentaliste de son géniteur. Né à Berlin en 1934, Albert Friedrich Speer a passé son enfance à Obersalzberg, où sa famille vivait près du Berghof d'Hitler. Là-bas, il partageait l'environnement avec les descendants d'autres hauts responsables du régime. La guerre semblait lointaine. La vie se déroulait entre montagnes, animaux et personnel de service. Il jouait avec les enfants de Göring et Bormann, tandis que son père gagnait en influence en tant que ministre de l'Armement. Avec les années, Speer Jr. se souviendrait de ces temps avec des sentiments mitigés. Il a attribué son bégaiement à l'environnement familial et à la figure absente de son père. Lorsque le régime s'est effondré, sa vie a pris un tournant brusque. Ils sont passés de vivre dans une résidence de luxe à un modeste appartement de 2 pièces. Le nom de Speer est devenu un fardeau, surtout après le procès de Nuremberg en 1946, où son père a été condamné à 20 ans de prison. La famille a déménagé à Heidelberg, dans la maison des grands-parents. Dans plusieurs écoles, on lui a refusé l'inscription à cause de son nom de famille. À 15 ans, il a commencé une formation comme charpentier. Plus tard, malgré des difficultés académiques, il a réussi à entrer à l'Université technique de Munich, où il a étudié l'architecture sous la tutelle de Hans Dolgast. En 1964, il a remporté un concours de design pour la gare de Ludwigshafen de manière anonyme. Il a toujours pensé que s'il avait été connu, il n'aurait pas été choisi.
Pendant le temps que son père a passé en prison, entre 1946 et 1966, les relations familiales ont été minimales. Les visites étaient brèves et sans affection. Bien qu'ils aient maintenu le contact par lettres, les messages manquèrent de chaleur. Hilde, née en 1936, a raconté que leurs réponses étaient préparées comme des devoirs scolaires. Ernst, le fils cadet, se souvenait à peine. Lorsqu'il rendait visite à son père en prison à Spandau, il gardait le silence. Selon ses dires, il n'avait rien à dire. Fritz, un autre frère, se sentait mal à l'aise face à son père. Arnold semblait plus intéressé par la structure du parloir que par les retrouvailles. Pendant ce temps, Speer père écrivait sans relâche en prison. Il prenait des notes sur n'importe quelle surface disponible, même sur du papier toilette. Il marchait quotidiennement en cercle dans la cour de la prison, accumulant des kilomètres comme s'il parcourait le monde. Depuis sa cellule, il a coordonné avec Rudolf Wolters un réseau de soutien économique pour sa famille et a établi des aides pour l'éducation de ses enfants. Lorsqu'il a été libéré en 1966, son épouse l'a accueilli sans enthousiasme. Les retrouvailles avec ses enfants, désormais adultes, ont été distantes. Ils ne montraient pas d'intérêt pour leurs expériences ni pour leurs émotions. Dans ses écrits personnels, il se demandait s'il devait essayer de renouer les liens ou s'il valait mieux rester à l'écart. « Que ferait-il avec un inconnu de 60 ans » a-t-il noté. Bien qu'il y ait eu une connexion ambiguë, Albert Friedrich ressentait du respect pour la carrière de son père, mais reconnaissait le manque de proximité. Il disait que son père valorisait son parcours, bien qu'il ne comprenne pas sa vision. Il n'a jamais renié son nom de famille, mais a cherché à se forger une identité professionnelle propre. Il s'est orienté vers l'urbanisme et l'architecture axée sur la durabilité, s'éloignant du style colossal associé au passé nazi. Hilde, l'aînée des frères et sœurs, est devenue sociologue, militante écologiste et promotrice du dialogue entre cultures. Elle a participé à la politique locale et a été récompensée en 2004 par le prix Moses Mendelssohn pour son travail en faveur de la réconciliation. Initialement, la cérémonie devait avoir lieu dans une synagogue, mais la communauté juive a rejeté cette idée car elle était la fille d'un haut responsable nazi. Finalement, elle a eu lieu dans une église. Hilde a accepté cette décision avec compréhension. Elle a également été impliquée dans des processus de restitution d'œuvres spoliées pendant le régime et a fait don de l'argent obtenu par la vente de tableaux hérités à une fondation juive. Margret, la fille cadette, s'est tournée vers la photographie. En 2007, elle a publié un livre intitulé « Êtes-vous la fille de Speer ?», dans lequel elle racontait ce que signifiait être la fille d'un criminel du Reich. Dans son témoignage, elle décrivait son père comme une figure distante, absorbée par son propre besoin de rédemption publique. Elle affirmait que, malgré tout, elle ne voulait pas effacer ses souvenirs d'enfance, ni porter des responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Ernst vivait sur la même propriété que ses parents, bien qu'il n'y ait pas de lien émotionnel. Il disait que l'avoir près ne signifiait pas avoir un père présent. Fritz et Arnold ont également maintenu une distance affective. Hilde a été la seule à conserver une relation plus proche, aidant avec la correspondance et l'image publique de son père, jusqu'à la fin de sa vie en 1981. Après sa sortie de prison, Albert Speer a tenté de refaire son image publique à travers des livres, des interviews et des conférences. Des œuvres comme Mémoires ou le Journal de Spandau ont connu une large diffusion. Cependant, plus tard, des documents ont été découverts qui contredisaient son récit, démontrant qu'il avait joué un rôle actif dans les déportations et l'organisation du système d'extermination. Son ancien collaborateur, Rudolf Wolters, a remis à un historien des textes omis par Speer dans ses publications. Il est décédé à Londres en 1981 après s'être rendu là-bas pour une interview. Il était accompagné de son amante, ce qui a aggravé la tension avec sa famille. Ses fils ont gardé le nom de famille, mais n'ont jamais affronté ouvertement sa figure. Dans un journal de 1952, Speer a écrit que leur père ait fait partie de la direction du Reich sera pendant longtemps un conflit interne pour eux. Et cela a été le cas. Hilde affirmait que la culpabilité ne se transmet pas, mais que la honte, si, dans cette honte, chacun a trouvé sa manière de se souvenir. Rolf Mengel, le fils du médecin qui décidait qui vivait et qui mourait. Pendant son enfance,
Rolf Mengele a grandi sans connaître la véritable identité de son père. Joseph Mengele, l'un des criminels les plus recherchés après la guerre, lui a été présenté comme un parent éloigné. Sa mère, Irène, lui a dit qu'il était mort au combat en héros. En réalité, cet oncle Fritz, qui vivait en Amérique du Sud, était son véritable géniteur. La révélation a été dévastatrice. À l'école, les autres enfants l'identifiaient par son nom de famille. Ils l'appelaient Petit Nazi ou SS Mengele. L'ombre de son père l'atteignait même dans les environnements les plus quotidiens. Chez lui, le sujet restait tabou. À l'extérieur, le poids du nom en faisait un paria. L'impact a été dévastateur. À l'école, les autres enfants l'identifiaient par son nom de famille. Ils l'appelaient Petit Nazi ou SS Mengele. L'ombre de son père l'atteignait même dans les environnements les plus quotidiens. Chez lui, le sujet restait tabou. À l'extérieur, le poids du nom en faisait un paria. À 33 ans, en 1977, Rolf a décidé de voyager au Brésil pour retrouver son père. C'était la deuxième fois qu'il le voyait, mais la première en sachant vraiment qui il était. La rencontre a été préparée avec une extrême prudence, pendant 5 ans. Il a utilisé le passeport d'un ami et s'est déplacé dans un total anonymat, par peur d'être découvert par des groupes de recherche. Ils ont passé 2 semaines ensemble. Joseph Mengele vivait à Sao Paulo, caché dans une habitation simple. Il se montrait fragile, nerveux et physiquement diminué. Le fils qu'il n'avait jamais élevé s'est assis en face de lui, non pour le juger, mais pour tenter de comprendre. Rolf voulait savoir comment un être humain pouvait agir comme il l'avait fait. Pendant les conversations, son père niait avoir commis des crimes directs. Il assurait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres, qu'Auschwitz fonctionnait déjà avant son arrivée, et que son rôle était de classer ceux qui pouvaient servir au travail. Il n'a jamais montré de remords. Ses croyances restaient intactes. Bien que Rolf méprisât tout ce que représentait son père, il ne l'a jamais dénoncé. Il n'a jamais collaboré avec ceux qui le poursuivaient. Lorsque Joseph est mort en 1979, noyé sur une plage sous le pseudonyme de Wolfgang Gerhard, Rolf a reçu la nouvelle par des proches. Il a voyagé au Brésil pour récupérer ses affaires. Cette fois, il a utilisé sa véritable identité. Il a récupéré des carnets, des lettres, des croquis et une montre. Il n'a rien remis aux autorités. En 2011, ce matériel a été mis aux enchères pour près de 250 000 $. Il a été acheté par un descendant de victimes de l'Holocauste qui considérait qu'il devait être rendu public pour combattre le négationnisme. Il n'a pas non plus confirmé la mort de son père immédiatement. Il a refusé de fournir des échantillons génétiques et n'a pas participé à l'exhumation. La peur du jugement public le marquait encore. Lorsque la mort a été officiellement vérifiée, Rolf a choisi de garder le silence. En partie, sa décision visait à protéger ceux qui avaient soutenu son père. Une autre partie, à prendre ses distances avec le nom de famille. Dans les années 80, il a pris une décision définitive. Il a laissé derrière lui le nom Mengele et a adopté celui de son épouse. Installé à Munich, il s'est consacré au droit. Il a choisi cette voie pour garantir que ses enfants grandissent sans porter une histoire qui ne leur appartenait pas. Il n'a jamais renié son origine, mais ne l'a pas acceptée comme une condamnation. Alors que certains enfants de dignitaires ont défendu ou blanchi le passé, il a maintenu ses distances. Il n'a ressenti ni haine ni affection. « C'était un étranger », a-t-il dit. En 2008, il a déclaré publiquement qu'il souhaitait visiter Israël et Yad Vashem. Il n'a pas douté par peur personnelle, mais par respect. Il savait que sa présence pouvait gêner. Bien qu'il affirme ne pas ressentir de culpabilité héritée, il reconnaissait le poids symbolique de son nom de famille et ce qu'il évoquait. Rolf Mengele a été le seul fils d'un haut responsable nazi à s'asseoir face à son père et à lui demander directement ce qu'il avait fait. Il n'a pas obtenu d'excuses ni de signes de repentir, mais cette expérience a marqué le cours de sa vie. Il a choisi de se séparer complètement de ce passé. Il a construit une autre identité, éloignée de l'écho de l'un des noms les plus sombres du XXe siècle. L'histoire des enfants des dignitaires du Troisième Reich n'est pas une extension directe des crimes commis par leur père, mais elle ne peut pas non plus être complètement séparée de ceux-ci. Ils sont nés dans des environnements marqués par l'obéissance, le privilège et le silence.
Beaucoup ignoraient l'ampleur des faits tandis qu'ils grandissaient entourés de symboles du pouvoir nazi, de discipline, de loyauté et de normalité apparente. Mais après la chute du régime, leurs noms de famille sont devenus des signes de suspicion, de rejet ou de honte. Certains ont adopté de nouvelles identités, rompu les liens et cherché à construire une vie loin de leur origine. D'autres, en revanche, ont défendu la mémoire de leur père ou choisi de ne pas en parler. La réaction sociale a été diverse. Il y a eu du rejet, de la stigmatisation, des tentatives de dissimulation et même des arrestations liées à leur relation familiale. Ce qui était commun à tous, c'était l'impossibilité d'ignorer l'héritage. Le poids du passé ne disparaît pas avec une génération. Malgré le temps, les noms de ceux qui étaient responsables restent présents comme un avertissement, et leurs enfants, marqués par la mémoire, ont été témoins de la manière dont une histoire peut modeler le destin de ceux qui ne l'ont pas choisi.